Quel accueil, quel accueil. Merci Merci. pour eux. Alors, voici les fantastiques, les 4 fantastiques de L'Oréal. Ils sont là-bas. Je suis super content d'animer cette table ronde. On a choisi ce format finalement parce qu'à la fois on était nombreux, il y avait beaucoup de choses à raconter et c'est peut-être plus interactif qu'une presse classique. Et ils vont vous raconter l'histoire de L'Oréal Beauty Tech, qui est une équipe qui a été montée en 2018, c'est ça? Et qui a vraiment pris une nouvelle dimension il y a 2 ans quand il y a les corsaires du produit qui sont arrivés. À vous de trouver qui ils sont parmi ces 4-là. Et voilà, donc choc des cultures, choc des valeurs, ça aurait pu mal finir. Et puis je pense que ça s'est plutôt terminé en beauté, même si c'est loin d'être fini. Donc ils vont nous raconter tout ça. Et je vous propose qu'on commence peut-être par présentation rapide. Allez, Nathalie, on va commencer avec toi. Et donc dites-nous bah, voilà, ce que vous faites et puis comment vous êtes retrouvés dans cette équipe. Ouais. Alors bonjour à tous, merci d'être là. Moi c'est 20 ans de L'Oréal. Born and raised et en fait moi je suis la voix du business, donc je m'occupe de travailler avec l'ensemble des marques du groupe, ça veut dire 37 marques, aussi bien des marques de luxe, Yves Saint Laurent, que des marques de la cosmétique active comme La Roche-Posay, et mon enjeu c'est de m'assurer que j'apporte les bonnes problématiques produits avec les insights consommateurs, mais surtout de bien comprendre les enjeux business qui sont derrière pour faire du chiffre d'affaires. Et ouais, c'est le nerf de la guerre. J'y vais, donc moi Adrien, Head of Design, donc je lead une équipe de 12 designers chez L'Oréal, donc avec mes amis. J'ai un parcours très bizarre, je suis ingénieur aéronautique à la base avec un doctorat en mécanique des fluides numériques, ce qui n'a rien à voir avec Head of Design dans la beauté, mais pour ça il faudrait une autre conf pour en parler. Et en fait, je me suis retrouvé chez L'Oréal, j'étais en agence de design chez Frog, et j'ai trouvé une équipe qui laissait beaucoup d'autonomie, qui avait de grandes ambitions et qui voulait bien faire les choses. Et donc quand ils m'ont dit est-ce que ça te dit de nous rejoindre, évidemment j'ai sauté sur l'occasion. Super, bonjour à tous, allez, j'enchaîne. Donc moi c'est Aliou, moi je m'occupe de la tech, Head of Engineering auprès de mes amis. Comment je me suis retrouvé dans cette histoire? Alors moi, ça fait une petite dizaine d'années que je suis chez L'Oréal. Quand les RH m'ont approché, la première question que je me suis posée venant de la tech, c'est mais qu'est-ce que je vais faire dans une boîte qui fait des shampoings? Voilà. Sauf qu'à ce moment-là, L'Oréal rachetait Modiface, première entreprise du CAC 40 à faire l'acquisition d'une boîte tech, investissement massif sur la beauty tech, donc je me suis dit pourquoi pas, il y a peut-être des choses intéressantes à faire. Et moi, je suis Romain, je suis agent du chaos. Je viens de 10 ans d'agence de créa que j'ai fondée, je l'ai vendue. Ensuite, j'ai monté une boîte tech, une Customer Data Platform, entre Paris et les États-Unis. Donc, j'ai fait de la deep tech. On s'est fait racheter en 2021 par le plus gros compétiteur de Twilio. Donc, on a fait beaucoup de big data, beaucoup de data engineering, etc. Et un jour, je reçois un coup de fil de notre boss, Nicolas, qui me dit... viens, je cherche quelqu'un qui sait comment on construit des produits dans les boîtes tech pour un peu renverser la table, mais gentiment, hein, en tout bien, tout honneur. Donc moi j'ai trouvé le challenge humain assez intéressant et je me suis dit bah ok, j'ai fait 50 personnes, 1000 personnes, j'ai jamais fait 90 000, donc on va voir ce que ça donne. Super, hein, toutes ces histoires, elles sont à la fois différentes et vous convergez tous vers cette envie de faire des choses. Adrien, toi, est-ce que tu relances un nouveau tour? Et cette fois-ci, la question que je vous pose, c'est quelle a été la plus grosse difficulté que vous avez rencontrée dans toute cette histoire? Parce que j'imagine que ça n'a pas dû être un long fleuve tranquille. Exactement. Alors, je pense que la plus grosse difficulté, c'est que le design, en fait, c'était un peu une mauvaise drogue avec une mauvaise addiction et une mauvaise dépendance. Alors, mauvaise addiction parce qu'en fait, le design était partout, mais pas bien fait. Je vais vous donner un exemple précis. On avait de la recherche à chaque étape, mais en revanche, cette recherche était complètement externalisée. Donc, en fait, les designers, les gens ne pouvaient pas se mettre en empathie vraiment avec les problèmes des utilisateurs. Et je dis une mauvaise dépendance parce qu'en fait, dans les rituels de planning, de la roadmap notamment, le design était une dépendance. Une dépendance, c'est-à-dire qu'on se mettait d'accord sur tout ce qu'il fallait faire et à la fin, on disait, bah voilà, le design allait exécuter tout ça. Ce qui est extrêmement dommage parce qu'on minimisait l'apport du design à juste de l'exécution, on déplace le bouton, plutôt qu'un vrai rôle stratégique où on essaye de faire pivoter et de résoudre le meilleur des problèmes. Côté tech, Aliou, la plus grosse difficulté. Alors moi je dirais que la plus grosse difficulté c'est de naviguer dans le chaos organisé. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Qu'avait mis Romain. notre ancien CEO qui disait L'Oréal c'est une sorte de chaos organisé, donc c'est comment avancer vite, comment shipper rapidement, comment faire en sorte d'itérer rapidement dans une grande entreprise toute pleine de process, de formulaires à remplir, etc. Donc c'est ça vraiment le gros challenge, je dirais, sur la partie tech. Et toi, Romain?
Chez L'Oréal, il y a 4 personnes dans une pièce, il y a 5 opinions. Donc effectivement, c'est ce que dit Aliou, c'est diabolique. Et en fait, je pense que la plus grosse difficulté que j'ai eue, c'était réussir à faire en sorte que tout le monde a une vision, mais comment on fait pour que tout le monde ait la même vision, et comment on montre aux gens qu'en fait, il y a des manières différentes, très très différentes de fonctionner, qui peuvent être très valides, très justes. Donc on a travaillé énormément pour d'abord créer cette confiance, pour y aller à 4 en fait, et évangéliser ça, et ça, c'était pas évident. Et Nathalie, le business? Le business, la plus grande difficulté, elle est toujours là, c'est l'harmonisation des pratiques, et on se parlait de choc des cultures, c'est la culture du mastodonte, comme vous disiez, et puis la product culture qu'on a envie d'intégrer. Et en fait, suivant les profils, on a des pratiques qui sont quand même un peu différentes, et moi, mon enjeu, c'est de m'assurer que dès qu'on chope quelque chose qui est bien, comment on le cascade et comment on s'assure que ça va sur tous les produits. Et je pense que la plus grosse difficulté, c'est aussi gérer l'humain. Je pense que Romain en reparle après, mais voilà, c'est de s'assurer que dans nos pratiques, dans les choix qu'on fait, que tout le monde soit confortable pour y aller, et y aller avec le même but. Je crois que c'est ça qui aujourd'hui, toujours s'assurer qu'on est sur la même ligne, et que ce qu'on veut atteindre, c'est le même but. Comment on veut y aller après, ça c'est encore autre chose, mais ouais, l'harmonisation des pratiques est le sujet le plus complexe à tenir aujourd'hui. Vous parliez aussi, quand on préparait cette table ronde, de la paralysie de la décision, parce que c'est une entreprise où on ne veut pas se tromper sur les décisions, donc le concept d'échouer souvent pour apprendre est peut-être un peu plus difficile à faire passer. Maintenant qu'on a parlé des difficultés, et Aliou, vas-y, je te laisse commencer sur ce nouveau tour, quel a été le premier succès, pour toi, le plus important peut-être? Alors je dirais, le premier succès, c'est avoir la main pour mettre en place des équipes, restructurer les équipes, complètement changer la façon de travailler, mettre en place des tribes, des squads, faire en sorte qu'on arrive à construire rapidement, qu'on arrive à itérer rapidement, et puis qu'on arrive à construire des équipes autonomes. Parce que c'est vrai que c'est un grand groupe, mais il faut aussi dire qu'on a aussi la chance d'avoir beaucoup de sponsors de la part de notre management, et ça c'est quand même quelque chose de très... j'allais dire valuable pour nous. Et donc ça permet en fait de créer des équipes autonomes et d'avancer vite et de pouvoir itérer et de pouvoir apprendre et d'améliorer nos produits. Donc je dirais que c'est ça le... Ok, donc construction d'équipes autonomes. Pour toi, Romain, ce serait quoi le premier succès significatif que tu as réussi à avoir? En fait, on a fait un cheval de Troie. On s'est dit, voilà, avec toutes les règles existantes, si on suit les règles, on n'aura pas des résultats différents. Donc on a démarré un tout petit projet avec juste 8 personnes dans une pièce à l'abri des regards. Pendant longtemps, j'ai joué au nouveau. Ah, je suis désolé, je ne savais pas qu'il fallait qu'on fasse comme ça. Je ne savais pas qu'il fallait qu'on fasse une design authority. On la fera. Mais c'est promis, on la fera plus tard. Et on l'a faite d'ailleurs. On est rentré dans tous les clous. Mais on a demandé pardon beaucoup. Ah, désolé. Ouais, on a shippé cette fois, mais vous inquiétez pas, on va rentrer dans les clous. Tout ça pour donner la place aux équipes de se concentrer vraiment sur la bonne manière de faire et de faire des deep dives, du consumer discovery, etc. Et définir une grosse vision très ambitieuse qui fait que derrière, elle est tellement attirante que les gens sont prêts à lâcher leurs croyances existantes pour aller vers une nouvelle manière de faire les choses et une mission commune. Et ça, on l'a fait au départ sur un produit, puis on a vu le succès, et puis ça a attiré les autres qui ont dit « Ok, on va faire pareil sur les autres ». Et ça, c'est vraiment la dynamique dont je suis fier. Donc c'est vraiment d'avoir montré en commençant petit, en demandant pardon, pour ensuite créer la mise en mouvement. Pour toi, Nathalie moi, le plus grand succès, c'est parce que ça m'a donné des goosebumps au moment d'une réunion. On était donc avec le patron de la division des produits grand public, Alexis Perakis, et qui à un moment donné, pendant la réunion, dit « Non, mais attendez. Là, il faut vraiment qu'on remplisse la première coupe de champagne avant que ça cascade aux autres. » Et là, je me suis dit, je crois qu'il a compris ce que c'est qu'un PMF. J'étais hyper contente parce qu'en fait, du coup, ça nous a permis de gagner du temps sur l'approche scale. On est une entreprise dans laquelle on scale beaucoup les choses et c'est ça aussi qui fait qu'on génère de l'impact. Mais quand on lance un premier produit, et c'est le produit Beauty Genius dont parle Romain, y a beaucoup de choses encore à régler. Et je crois que la plus grosse victoire, c'est quand un de nos grands patrons comprend
l'approche qu'on doit avoir sur le produit et avant de se lancer et de cascader partout. Il nous a dit à nous, il nous a dit continuez ce que vous êtes en train de faire. Et il a dit en fait aux autres entités qui travaillent sur le produit, donc la marque L'Oréal Paris, en revanche, vous allez mettre du média, vous allez faire en sorte que ce soit visible. Parce que ça, c'est nous ce qu'on ne fait pas. On fait que le produit marche, mais en revanche, on ne fait pas venir les gens au produit directement. Et ça, je pense que c'est une de nos plus belles victoires en très peu de temps. Donc c'est chouette quand les grands patrons parlent de ces sujets-là comme ça. Donc vraiment le soutien, et même plus que le soutien des grands patrons. Et pour conclure, toi Adrien? Et moi, ça a été de repositionner effectivement le design à un niveau stratégique. Aujourd'hui, il n'y a plus de questions dès qu'on a un nouveau sujet. On sait qu'on va faire intervenir le design, le produit et la tech dès le début pour essayer de faire cette fameuse discovery, mais cross-fonctionnelle, et mieux comprendre quel problème on doit le résoudre et comment on doit le résoudre. Et ça, vraiment avec une théorie des petits pas. Enfin, on en a parlé un peu, mais on y va pas à pas. On n'est pas en train de se dire qu'il faut faire un process de 6 mois où on va rentrer dans une grande phase dont personne n'aura visibilité. Au contraire, on est vraiment dans quelque chose de petit, d'organique, et sur lequel on va essayer de cranter petit à petit. Et donc, en gagnant ça, on gagne aussi le design qui permet de vraiment shifter et d'amener d'autant plus d'insights consommateurs, d'amener vraiment quelque chose où on résout le vrai problème, et ça de la bonne manière. Donc le design n'est plus le vilain petit canard qu'on vient voir à la fin. Avant-dernière question, allez Romain, c'est à toi de lancer les hostilités. C'est finalement après, donc toi ça fait 2 ans, mais qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui quand tu regardes tout ce qui a été fait déjà? Alors, moi j'ai construit pas mal de produits, la majorité des échecs, ce serait prétentieux. T'es pas le seul. Voilà. Et la raison pour laquelle j'ai rejoint L'Oréal, c'était au-delà des produits, me dire, est-ce que le produit que je peux construire, c'est une organisation qui fonctionne comme les meilleures organisations du monde. Donc moi, c'est vraiment l'aventure humaine, le produit qu'est notre organisation qui me passionne. Et ce truc-là de dire, on est dans une mer, on ne pourra jamais la faire bouillir, mais comment on va faire quand même pour la réchauffer? Ça, pour moi, c'est une passion de tous les jours. C'est pour ça que je me lève. C'est vraiment ce truc c'est ma mission. C'est pas mon job, c'est ma mission. Donc la mission de faire changer tous ces gens qui travaillent ensemble. Nathalie, toi, de quoi tu es la plus fière? Il y a beaucoup de choses de nos équipes, de notre travail, etc. Mais si je devais retenir un élément, pour moi, c'est la mise en place et le shift de culture sur un KPI et sur lequel on s'est tous focalisés et qui pilote beaucoup nos roadmaps, qui est le NPS. Alors, c'est quelque chose peut-être d'anecdotique pour certains dans la salle, mais aujourd'hui, toute mon équipe regarde tous les jours comme une market share comment va le NPS de nos produits pour se dire, OK, qu'est-ce qu'il faut changer? Et ça a beaucoup changé dans notre discussion avec les marques. Parce qu'en fait, parfois, les marques venaient en disant « Ah, j'ai eu une idée. Ce matin, je me suis dit qu'on allait faire ça. » Et là, on se dit « Ok, alors, comment on va aborder le sujet ?» Et en fait, assez simplement, déjà, la première chose, c'est on se dit « Est-ce que c'est un retour utilisateur? Est-ce que c'est quelque chose que les gens nous manifestent ?» Et ça nous a beaucoup aidé à faire déjà un portefeuille beaucoup plus sain, beaucoup plus adopté par nos utilisateurs et surtout à dire que nos équipes ont de l'impact. Donc, ça veut dire que quand on change, on fait une release et on voit un impact sur le NPS le lendemain, quel plaisir d'avoir de l'impact. Donc, c'est une des choses qui me rendent fière. Donc, l'impact. Hein. Ouais. Rien. Pour moi, c'était la disruption dans la continuité. Alors, ça vient un peu comme le en même temps, mais d'une certaine manière, ce dont je suis plus fier, c'est qu'on arrive effectivement comme des corsaires, comme des pirates, à essayer de faire les choses différemment, et ça génère beaucoup de tensions. Mais ce dont je suis particulièrement fier, c'est qu'on s'est appuyé aussi sur la culture de L'Oréal pour continuer à promouvoir ces pratiques. Et notamment, il y a 2 taglines un peu chez nous. Il y en a beaucoup, hein, mais il y a l'obsession du supra de qualité et il y a l'esprit bivouac. Alors, l'obsession du supra de qualité, c'est vraiment de se dire qu'à la fin des fins, on veut construire un super produit. Donc ça nous donne une North Star, et je ne suis pas en train de dire qu'on ne fait pas de l'agile, loin de là. Mais ce que je dis, c'est qu'on a une North Star et qu'on sait qu'on a envie de faire des produits digitaux qui sont vraiment qualitatifs.
L'esprit bivouac, ça dit que la première chose qu'on doit faire, c'est d'aller sur le terrain. Et ces deux éléments-là sont hyper proches de la culture du design, sont hyper proches de notre culture à tous les quatre. Et en fait, le fait de s'appuyer aussi sur ces éléments culturels de la boîte, donc on hack un peu le système, hein, on essaye de trouver les points de repère, mais en fait, ça met en mouvement une plus grosse partie de l'organisation. C'est pas juste nous contre l'organisation, c'est nous avec l'organisation, et là, le scale est beaucoup plus massif, donc ça me rend particulièrement fier après de raccrocher à la culture existante aussi. Je trouve ça vachement intéressant de voir que vous avez tous des fiertés un peu différentes, mais donc l'alchimie humaine, l'impact, la disruption dans la continuité. Aliou, ça va être quoi pour toi? Ouais, bon, moi, je veux te rejoindre un petit peu. Je pense que sur ce qui me rend le plus fier, c'est de me dire que c'est possible. En fait, dans une organisation de 90 000 personnes qui a l'habitude de faire on va dire de l'IT classique, etc. Alors c'est dur. Marty Kagan disait « Transformation is hard ». Je suis on ne peut plus d'accord avec ça. C'est un parcours, bon, je ne vais pas dire un parcours du combattant, mais c'est quand même extrêmement, avec beaucoup d'énergie. Voilà, mais c'est possible. Et en fait, ce qui est génial, c'est que quand tu arrives à aligner les étoiles, à trouver le bon sujet, à trouver la bonne organisation, l'impact en fait est juste énorme. Et juste énorme. À L'Oréal, c'est 4 grandes divisions, c'est plus d'1 milliard de consommateurs. Voilà. Donc quand tu arrives à trouver la bonne cible et à lancer le bon produit, l'impact est juste colossal. C'est un train qui met du temps à démarrer, mais alors une fois qu'il est lancé, il va très vite, c'est ça? Ouais, c'est un petit bonus. Moi, quand je suis arrivé, je me suis gentiment dit, tiens, si je fais un business plan sur ce produit-là, je peux faire 5 millions dans 2 ans. Et puis après, je me suis dit, ouais, mais ça, c'est même pas le prix des flyers, en fait. Il va falloir penser plus gros. Donc ça aussi, c'est cool de bosser sur des produits où l'impact est juste gigantesque. Alors, ça serait quoi votre mot de la fin par rapport à cette aventure? Qu'est-ce que vous en retenez des 2 dernières années? Je sais pas qui veut commencer. Allez, vas-y Nathalie. Okay. Non, et je pense que moi, le mot de la fin, c'est on a commencé ce discours en disant, tiens, c'est un choc des cultures. En fait, quand j'entends aussi ton opening ce matin, je pense qu'en fait, c'est surtout un mix des cultures. Et c'est ça c'est ce que tu disais, c'est possible. En fait, il ne faut pas qu'on soit trop dogmatique dans le produit. Alors moi, je viens pas du sérail, hein, donc les 20 ans de L'Oréal, mais justement cette appropriation des bons codes et les mettre au bon endroit dans notre organisation pour sortir les bons produits et sortir les bons produits qui vont correspondre à nos besoins consommateurs, c'est ça qui est fort. Donc mon mot de la fin, c'est justement, on arrive à tu parlais de maturité ce matin, je ne sais pas si chez nous c'est de la maturité quand on voit, ça fait quand même peu de temps qu'on l'a mise en place et accéléré il y a 2 ans, mais c'est surtout, c'est possible avec un mix des cultures. Il faut certainement juste regarder où ça se situe, comme tu disais, reprendre les codes de sa boîte et se dire qu'est-ce qui correspond à la bonne culture et qui va faire que je vais pouvoir l'accélérer pour bien le faire et que ça corresponde à mon ADN de ma mission de boîte. Donc voilà. Ça fait un peu écho aussi pour ceux qui ont vu le State of the Product Management à la notion d'adaptabilité et de ne pas arriver comme ça avec un truc figé. Adrien? Et juste aussi, entre parenthèses, venez voir le talk de Sylvain cet après-midi qui parlera beaucoup de ça et qui sera complémentaire. Le teasing. Pour moi, le mot de la fin, c'est pourquoi ça a l'air si simple alors que pour nous, c'était si compliqué. Je vais vous faire une confidence, on devait faire une présentation, hein. On ne devait pas faire un panel. On a lâché toutes nos idées sur quels ont été les éléments qu'on a mis en mouvement pour pouvoir faire cette transformation. Et en fait, le retour est très juste, hein. En fait, ça, on connaît déjà, la communauté product connaît déjà toutes ces tactiques-là. Romain en parlera mieux que moi, la manœuvre de Conway inversée, le fait de mettre les bonnes tribes, le fait d'avoir des équipes cross-fonctionnelles, bref, plein de choses que vous connaissez déjà. Et en fait, je pense que la complexité, elle vient non pas dans chaque outil qu'on a utilisé au moment, mais quels sont tous les outils qu'on a dû mettre à plat pour choisir le bon au bon moment pour avancer sur le prochain petit pas. Et je pense que dans cette logique-là, il y a énormément de complexité. Et pour nous, d'une certaine manière, on aurait presque aimé vous mettre tous les outils qu'on a testés et qui ont radicalement échoué et sur lesquels on s'est pris des claques qui font qu'on a dû revenir en arrière et se dire, OK, comment est-ce qu'on avance là-dessus? Ça a l'air simple de dire on s'appuie sur la culture de la boîte, mais en fait, on a testé plein de choses. On a essayé d'arriver avec un process de design, on m'a dit mais hors de question de faire ça. On a essayé de venir avec plein de tactiques comme ça. Et en fait, je pense qu'il y a de ça, c'est cette espèce de résilience, cette espèce d'envie de transformer. Et ce qui est beau pour moi, c'est que quand en revanche la machine se met en mouvement, effectivement, ça devient hyper impactant.
C'est intéressant aussi que tu nuances un petit peu, parce que là, vous avez évidemment une version raccourcie de 2 ans de multiples péripéties. Donc, Parce qu'il y a des gens de L'Oréal dans la salle, alors. L'œil de Moscou. Aliou, toi, ton mot de la fin. Ouais, mon mot de la fin. Alors moi, je vais parler de people, je vais parler de gens, de collègues. Donc bon, voilà, c'est dur, mais on arrive à faire des choses. Et on arrive à faire des choses. Pourquoi? Parce qu'autour de nous, on a aussi des gens qui sont là qui connaissent bien la boîte déjà, qui connaissent bien la structure, qui savent ce qui est possible, ce qui l'est un petit peu moins. Et puis je reviens sur mon histoire d'alignement des étoiles. En fait, c'est comme sur les produits. En fait, quand tu as réussi à trouver comment dire, les bons stakeholders, les bonnes personnes autour de toi, et ben c'est pareil en fait. Tu as de capacité en fait d'accélérer, parce que finalement tu as un engouement, tu as des personnes qui t'accompagnent, tu as des personnes qui sont là autour de toi pour t'aider, t'accompagner. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment c'est ce qui fait la magie. Et je pense que du coup, les 4 là, je fais aussi une confidence. Hein. Il y a 2 ans, on était là dans cette salle. Il y avait un talk là sur le fameux. Elle parlait du Four in a Box. C'était une personne de chez Carrefour. La CDO de Carrefour. Je ne sais Voilà, pas si y en a qui était Véronique. C'est ça, donc on est ressorti de cette conférence et puis on s'est dit, effectivement, ça c'est un truc qui peut être pas mal chez nous, donc allez, on va en parler, et puis effectivement, ça s'est fait. Et puis derrière, ça a cascadé auprès des équipes, etc. Et puis ça a pris, et puis on en a parlé autour de nous. Voilà, donc je pense qu'une fois que tu as saisi en fait les bons challenges, les bonnes personnes autour de toi, et ben derrière, c'est pareil, en fait, le train peut partir et peut aller très vite. TGV. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans cette salle, moi y compris, on a tous été fine-tunés avec tout le knowledge produit, les best practices, etc. Moi, ce qui me vient en tête, c'est, je suis arrivé chez L'Oréal, je me suis très vite aperçu qu'il faut mettre ses principes suffisamment haut pour pouvoir passer en dessous de temps en temps. Et s'adapter et dire, ok, j'ai essayé ça. En fait, apporter cette culture, c'est une phase itérative. Donc, il faut la traiter exactement comme de la construction produit. Et donc, ouais, pour moi, le mot de la fin, c'est on pense tous que c'est pas possible. Combien de fois j'ai entendu non, on peut pas faire ça. Non, ça, on peut pas faire ça. Le truc, c'est que je l'ai entendu pendant 20 ans. Non, tu peux pas lever des fonds sur ça. Non, tu peux pas sortir ce produit, personne n'en veut. Etc. Puis en fait, finalement, on se rend compte que si on trouve la bonne manière de le faire. Donc, le mot de la fin, c'est on fait pas ça parce que c'est facile. On fait ça parce qu'on pensait que ce serait facile. Il est bon, Romain, il a sur la punchline. Alors, merci beaucoup déjà pour avoir un peu levé le rideau sur ce qui se passe et qu'on voit pas forcément. Donc merci, parce que je trouve que c'était super intéressant. Je serais curieux de savoir dans la salle, levez la main ceux qui sont en grand groupe. Ah ouais. Donc il y a peut-être un biais de sélection par rapport c'est une séance de thérapie en fait. Au sujet du talk. Est-ce que, comme on a un tout petit peu de temps, est-ce qu'il y en a qui voudraient poser des questions à nos 4 fantastiques? Ouais, vas-y. Comment mesurer le NPS de façon efficace et qui représenterait bien les utilisateurs, y compris ceux qui n'interagissent pas avec les canaux de feedback? Oula. Alors, je vais raconter comment nous on le fait. Je ne sais pas si c'est la version la plus pure. Aujourd'hui, on utilise Qualtrics et à chaque fin de nos expériences, on vraiment demande à l'ensemble de nos utilisateurs les 2 questions clés. Est-ce que vous recommanderiez ce produit? Et si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Et en fait, ce qu'on fait après, c'est on prend nos scores, on regarde les évolutions. Et c'est vraiment ce que je disais, c'est ce qui pilote nos roadmaps. Donc, je peux donner un exemple très concret et très très basique qu'on n'avait pas forcément bien vu, et c'est dommage, mais bon, c'est bien, ça nous a permis de gagner des points. On a un diagnostic pour les cheveux qui est principalement utilisé par nos marques de la division des produits grand public, pour ne pas la nommer Kerastase. Et en fait, nos utilisateurs nous disaient, en fait, c'est sympa votre questionnaire, mais à un moment donné, on peut déclarer qu'un problème de cheveux. Alors, pour ceux qui sont dans la salle et qui ont des problèmes de cheveux, généralement, on a... Pour, par exemple, les cheveux colorés, les cheveux secs, on n'a pas qu'un problème. Donc, en fait, on a changé le questionnaire, on a permis la multisélection, aussi simple que ça, une semaine après, 10 points de gain sur notre NPS. Et on essaye de mener, du coup, c'est une belle aventure qui est assez simple à raconter et qu'on essaye de faire sur chacun de nos produits. Et du coup, c'est ce qui drive aujourd'hui nos roadmaps. Alors, je ne sais pas si ça répond plus précisément à votre question. Ok, cool. Une dernière question super courte, s'il y a quelqu'un ?
Vas-y. Est-ce que vous avez des exemples comme là, vous venez d'en citer un qui ont vraiment réussi, et ceux qui ont réussi, c'est quoi leur point commun? Est-ce que c'est parce que ça a apporté Il est dans les starting blocks, Romain. Ouais, je suis taquet, je suis méga chaud. Les exemples qui ont réussi, c'est ceux qui n'étaient pas... Enfin, on a entendu il y a une demi-heure sur la scène, c'est ceux qui ne sont pas avec des solutions à la recherche de problèmes. Quand ça part de la tech, ou quand ça part d'une idée que quelqu'un a eue un matin dans une douche, ça ne marche jamais. Et on peut le triturer dans tous les sens, ça ne marchera pas. Ceux qui sont partis de, OK, là on a vu qu'il y avait un besoin qui n'était pas servi, que l'utilisateur essayait de le résoudre et qu'il n'avait pas réussi. Pour ceux qui connaissent The Mom Test, ceux qui ne connaissent pas, lisez-le. Ceux qui connaissent, vous reconnaîtrez ça. Là, ça marche. En fait, le produit, même s'il n'est pas génial, s'il résout un problème que les utilisateurs ont et ont essayé de résoudre, c'est un boulevard. Succès garanti. Eh ben super, merci beaucoup à nos 4 intervenants et j'espère que ça vous a plu.